Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver des experts pour prendre avec eux un break RH sur leur expertise en ressources humaines. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, assessment, coaching, formation, team building et outplacement. Imaginez un collaborateur performant qui démissionne parce qu'il ne voit aucune perspective d'évolution. Une entreprise qui recrute à prix d'or un profil externe alors qu'elle a la perle rare en interne. Ou encore un manager qui hésite à promouvoir un membre de son équipe par peur de se tromper. Ces situations, vous les avez probablement déjà vécues ou observées. Pourtant, la mobilité interne permet d'envoyer un message fort. Ici, on grandit, on évolue, on construit son avenir. Mais alors, comment structurer une vraie politique de mobilité interne ? Comment identifier les bons talents au bon moment ? Ou encore, comment éviter les erreurs de casting ? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui Simon Bastard, CEO de RH Performance. Simon, tu accompagnes au quotidien des DRH et des dirigeants sur ces enjeux stratégiques. Tu es donc la personne idéale pour nous éclairer sur les clés d'une mobilité interne réussie. Simon, j'ai une première question à te poser pour justement poser le contexte. Dans les entreprises que tu accompagnes, quel est l'état des lieux de la mobilité interne ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une priorité ou ça reste encore un vœu pieux ? Alors pour introduire le sujet de la mobilité interne, je te propose d'abord de parler de turnover. Le turnover, c'est le taux de rotation du personnel au sein des entreprises. Oui. D'accord ? Ça représente finalement le ratio des effectifs sortants sur l'effectif total dans une période donnée. Donc ça va finalement mesurer le flux de mouvement dans une entreprise. En France, l'an dernier, il est de moyenne de 16%. 15,5 si on veut être précis selon les derniers chiffres de l'INSEE. Autre information intéressante, c'est que ce turnover, donc ce taux de rotation du personnel, est en constante croissance depuis maintenant 10 ans, de plus 66%. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir du personnel sortant mais aussi entrant, qui bouge et qui bouge plus vite. Pourquoi est-ce qu'il est crucial aujourd'hui de parler de turnover ? Parce que lorsqu'on évalue son turnover et qu'on le pilote, ça permet de se positionner sur son attractivité, sur la fidélisation des collaborateurs, sur ses performances, son dynamisme, sa croissance. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les entreprises le mesurent. Mmh. Alors attention, ça reste des moyennes, ça va dépendre des différents secteurs, par exemple dans la construction, dans d'autres secteurs tels que le service à la personne, l'hôtellerie-restauration, on va avoir en effet un turnover qui sera plutôt haut. Il y a des secteurs où c'est plus bas, on peut penser à l'industrie, on peut penser à la santé ou à l'enseignement. D'accord ? Donc ça reste bien évidemment des moyennes. Alors, un turnover trop faible pourrait être finalement interprété comme un manque de croissance, un manque de dynamisme, un manque d'innovation. Donc c'est pas bon. Un turnover trop haut, à l'inverse, c'est des difficultés à retenir ses talents, c'est peut-être un manque de fidélisation, un manque de QVCT en interne, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les entreprises mesurent ce turnover. Et donc oui, la mobilité interne pourrait répondre à ce sujet de dire comment je retiens mes talents. Donc oui, aujourd'hui les entreprises le mesurent. Oui, à mon sens, les entreprises sont conscientes que la mobilité interne est extrêmement importante pour le développement et la robustesse de leur entreprise dans le futur. Par contre, dans les faits, très peu au final, même s'ils mesurent ce turnover, mettent des choses en place, structurent leur stratégie pour avoir une vraie et réelle approche de mobilité interne. Merci pour ta réponse. On a compris que c'était forcément un enjeu crucial et prioritaire pour les entreprises que d'adopter une politique de mobilité interne. En quoi, du coup, c'est quelque chose qui va retenir mes talents et qui va aussi renforcer mon image de marque employeur ? Alors en effet, la mobilité interne est devenue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, et ce pour plusieurs raisons. L'évolution du marché, les attentes des collaborateurs, et puis aussi la compétition au niveau des talents. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est crucial de le mettre en place ? La première chose, je vais te répondre en 3 points. La première chose, c'est un marché de l'emploi qui est tendu et très concurrentiel. Mmh. On va avoir des entreprises qui peinent à recruter, et même lorsque les recrutements sont réalisés, c'est pas toujours évident de positionner la bonne personne au bon endroit. Donc forcément, la mobilité interne pour éviter
de passer par ce recrutement externe. Est-ce que tu connais d'ailleurs, Clémentine, le coût d'un recrutement raté ? Alors, il me semble que c'est entre 80 000 et 100 000 euros selon les postes, peut-être. La fourchette est un peu plus large. Oui. En réalité, on parle de 30 000 euros, donc c'est vraiment le coût plus faible, jusqu'à 200 000 euros pour un recrutement raté. D'accord ? Et ça ne prend pas en considération le recrutement de cadres dirigeants. Il y a bien évidemment le coût du recrutement lui-même, qui soit fait en interne, on y passe du temps, c'est un coût, ou des prestataires, partenaires, tels qu'RH Performance. Ça a forcément un coût. Mais c'est au final pas le coût le plus important. Les coûts les plus importants sont les coûts cachés ou les coûts indirects. Une personne qui arrive dans une entreprise et qui finalement ne reste pas, ou on s'en sépare pendant la période d'essai ou même un peu après, c'est de la formation. Donc du temps. C'est, pendant ce temps de formation, un manque à gagner. Parce que tant que la personne n'est pas 100% apte à prendre son poste, nécessairement, il se passe pas ou peu de choses. Mais c'est aussi finalement tout l'impact que va avoir cette personne lorsqu'elle va partir. L'impact sur les équipes, sur la structure, ça pourrait en démotiver certains, donner des idées à d'autres. Donc en effet, un recrutement raté coûte excessivement cher. Et donc la mobilité interne pourrait répondre à ces enjeux pour éviter les recrutements. Le deuxième point, c'est des collaborateurs qui attendent de plus en plus de perspectives. On pense à la jeune génération. Oui, et pas que. En réalité, nous vivons dans un monde où tout collaborateur cherche à évoluer régulièrement, à apprendre en continu, à diversifier les missions, les compétences, à éviter de stagner. Et en effet, si l'entreprise ne propose pas d'opportunités et que le concurrent le fait, ça peut faire fuir les talents. Et d'ailleurs, les chiffres disent qu'une personne qui, dans une entreprise, n'a pas de perspective ou plus de perspective, elle va finir par partir dans les 12 à 18 mois. Donc forcément, il est important aujourd'hui, pour les entreprises, de donner des perspectives aux collaborateurs, notamment grâce à la mobilité interne. Ça, c'est le point numéro 2. Et enfin, le dernier point, pourquoi est-ce que la mobilité interne est un enjeu crucial ? C'est notamment, et tu l'as dit, pour la marque employeur. Quand tu proposes à un collaborateur une mobilité interne, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend « nous vous faisons confiance ». Il entend « vous pouvez construire une carrière ici ». Il entend « nous valorisons l'apprentissage, nous valorisons la progression au sein de notre entreprise ». Il faut savoir qu'une mobilité interne, elle est sue. Elle est déjà sue en interne. Donc forcément, ça va également fidéliser les autres personnes. Parce qu'ils auront cette perspective. C'est possible d'évoluer en interne. Mais ça va aussi savoir en externe. Et donc ça va attirer des talents. Et donc forcément, l'interne plus l'externe, ça favorise ce qu'on appelle la marque employeur. Donc voilà pourquoi il est crucial aujourd'hui de mettre en place une politique de mobilité interne. Malgré ces 3 axes que tu viens d'évoquer, on observe quand même que beaucoup d'entreprises peinent à mettre en place une vraie politique de mobilité interne dans leur politique RH. Selon toi, ça serait quoi les principaux freins à l'adoption de la mobilité interne en entreprise ? Les entreprises, en effet, reconnaissent de plus en plus l'importance de la mobilité interne, mais dans la pratique, il y a de nombreux freins qui persistent. Et donc c'est plus complexe de le mettre en place. Le premier frein, et c'est le plus important, c'est la réticence des managers à laisser partir leurs talents. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe si je perds un élément clé de mon équipe ? Et puis, est-ce que ça ne va pas alourdir la charge de travail du reste des équipes ? Et enfin, est-ce que je ne vais pas pénaliser la performance de mon équipe, voire même de mon entreprise, parce que j'ai tout simplement perdu ou fait évoluer un talent ? Donc, sans culture managériale forte et favorable au mouvement, la mobilité interne est très vite complexe. Donc, le frein numéro 1, c'est la culture managériale. La mobilité interne, c'est pas uniquement la direction, c'est pas uniquement la direction RH. Ça touche toute la culture de l'entreprise. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le manque de visibilité en interne. Très souvent, les postes ne sont pas publiés en interne. Et lorsqu'ils sont publiés, les collaborateurs ne savent même pas où les chercher, on ne communique pas ou peu dessus. Et donc, si un employé, si un collaborateur ne connaît pas l'opportunité ou ne sait pas qu'il y a des opportunités possibles, il considère qu'il n'y en a pas. Donc le deuxième, en effet, ça va être la visibilité de ces différents postes en interne. Et au final, combien d'entreprises aujourd'hui ont des référentiels de compétences à jour ?
Combien d'entreprises cartographient réellement les métiers dont ils ont besoin aujourd'hui et dont ils auront besoin demain? Sans vision claire et sans passerelle préétablie au démarrage, c'est très complexe de donner de la visibilité en interne. Donc c'est important la visibilité. Dernier point, qui est le troisième. Aujourd'hui, nous sommes plus dans une culture de l'emploi que dans la compétence. C'est-à-dire que lorsque je vais recruter, que ce soit de mobilité interne, donc je recrute en interne, voire même en externe, je vais me focaliser sur le CV et l'expérience. Oui, c'est important. Est-ce que cette personne a l'expérience et est-ce que ses expériences précédentes collent à mon besoin? La réalité, c'est que si on regarde, non pas sur ce que la personne a fait d'identique, mais sur quelles compétences sont transférables. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément un copier-coller, mais plutôt une personne qui aura, par d'autres compétences, la possibilité, pourquoi pas, d'évoluer. C'est plus complexe. Le potentiel aussi. Ok, cette personne ne l'a peut-être encore jamais fait, elle n'a peut-être pas encore développé toutes les compétences, mais elle en a le potentiel. Et au final, il vaut mieux aller chercher une personne qui a le potentiel pour aller faire la chose qu'une personne qui a toutes les compétences, mais de façon assez statique, qui n'est pas dans ce mouvement-là. Et puis derrière, bien évidemment, si on va chercher du potentiel, des compétences transférables, il faut mettre en place de la formation en interne, il faut mettre en place du suivi, il faut faire des parcours pour sécuriser en interne cette montée en compétences et donc cette mobilité interne. Et c'est pas évident à mettre en place. Donc c'est souvent un frein pour l'entreprise qui va aller chercher l'évidence, c'est-à-dire une personne qui a déjà fait ce genre de job, ce genre de mission, et donc on va le chercher à l'externe. Merci pour ta réponse. J'aimerais qu'on passe maintenant au concret. Comment est-ce qu'on identifie les bons candidats en interne susceptibles d'évoluer? Et surtout, qui promouvoir, quand et à quel moment? Ça, c'est une question intéressante. À la fois, il faut savoir qui et surtout quand le proposer. Et ça repose finalement sur une combinaison d'indicateurs qui sont principalement liés à l'humain. Donc il n'y a pas qu'un indicateur qu'il faut prendre en considération, mais bien plusieurs. Je vais t'en proposer 6, qu'il faut bien évidemment coupler les uns avec les autres. Le premier, c'est la performance. Oui. Est-ce que la personne est aujourd'hui performante dans son poste et dans l'entreprise? Il faut le regarder. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'attention, c'est pas parce qu'une personne est performante dans son job aujourd'hui qu'elle le sera dans son job de demain. D'accord? Donc il faut généralement lier ce premier indicateur de la performance avec un deuxième indicateur que j'évoquais précédemment, le potentiel. C'est-à-dire que, est-ce que la personne qui est performante a le potentiel, a la capacité à apprendre et à se transformer? Donc pour ça, il faut trouver les collaborateurs à fort potentiel. Généralement, quelques clés pour les identifier. La curiosité intellectuelle. Personne qui se montre curieuse a peut-être un potentiel à développer. Une capacité à apprendre vite. De l'agilité face au changement. C'est beaucoup de changements pour lui, pour les équipes. Une pensée, pourquoi pas, stratégique. Cette capacité à prendre de la hauteur. Une autonomie. Et enfin, un leadership naturel. Qu'il soit ou non manager d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est cette capacité à prendre la place et à se remettre en question. D'accord ? Un collaborateur à haut potentiel de progression sera souvent plus efficace qu'un top performer statique. Donc il y a une notion vraiment de dynamisme et de capacité à se projeter. Et c'est pas évident à identifier les potentiels. Mais en tout cas, ça serait le critère numéro 2. Le troisième critère, ce sont les motivations personnelles du collaborateur. C'est complexe de refuser une mobilité interne, une progression lorsqu'on est collaborateur. Mais la question est, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Combien d'entreprises, et moi j'ai déjà fait l'expérience, on propose un job et en fait la personne n'en avait pas vraiment envie. Mais elle est attirée par le nouveau challenge, peut-être par le package de rémunération supérieur. Et donc on se trompe. Donc est-ce que la personne a vraiment envie de prendre ce job ? C'est le troisième critère qu'il faut évaluer. Est-ce qu'il cherche réellement à prendre plus de responsabilités ? Est-ce qu'il s'intéresse à d'autres métiers ? Est-ce qu'il a envie de réapprendre des choses ? Et pourquoi pas changer de manager ? Et est-ce qu'il se forme d'ailleurs spontanément à des choses ? Si la personne répond à ces critères-là, peut-être qu'en effet, elle a la motivation pour prendre le job. Mais ça, c'est très très important, c'est de valider ça en amont avec la personne. Donc ça serait le troisième critère, la motivation du collaborateur. Le quatrième critère, on l'a également vécu tout à l'heure, quelles sont les compétences transférables ? Pour identifier un candidat
qui n'a pas forcément exactement les compétences recherchées, mais qui pourrait les transférer, il faut se référer à des compétences plus globales. On peut penser à des compétences de gestion de projet. Est-ce que c'est un beau communicant ? La communication. La relation client. Quand je parle de relation client, c'est en interne comme en externe. Est-ce que je me mets à la place de l'autre et est-ce que je considère l'autre comme étant un client ? Est-ce qu'il a cette capacité à résoudre les problèmes ? Est-ce qu'il est dans la collaboration ? Et est-ce qu'il va être en capacité de prioriser ? Ça, ce sont des compétences qui, quel que soit le métier, semblent ou sont potentiellement transférables. Et donc, en effet, si une personne regroupe l'intégralité de ces compétences-là, peut-être que dans le futur job, il va être en capacité de transférer ses compétences actuelles. Donc, ça va être le 4e point, les compétences transférables. Le 5e point, c'est les compétences qu'on va appeler le soft skills, le comportemental. C'est-à-dire qu'il est observé que dans la durée, une personne qui a développé des soft skills va être plus performante qu'une personne qui sera basée uniquement sur le hard skills. Le hard skills, ce sont les connaissances. Le soft skills, ce sont les compétences comportementales. On peut évoquer la fiabilité, on peut évoquer le sens du collectif, la prise d'initiative, la capacité à gérer la pression, surtout dans un nouveau job, dans une nouvelle équipe, ce qui va être en capacité à gérer tout ce changement-là. Et enfin, une sorte de maturité professionnelle. Et là encore, pas forcément évident à identifier, mais il est important de le faire. C'est le 5e point, ce sont les compétences comportementales. Et enfin, le 6e critère que je t'invite à valider dans le cadre d'une mobilité interne pour identifier si la personne est un bon profil ou pas pour le poste, c'est l'alignement avec le business, avec les besoins de l'entreprise. Là encore, c'est une erreur qu'on a tous déjà fait au moins une fois, c'est de dire « je veux pas le perdre parce qu'il est super bon, il faut que je le fasse évoluer ». Ne tombons pas dans le piège de faire évoluer une personne pour les mauvaises raisons. Il faut que ça soit en lien avec le projet de l'entreprise. Il faut qu'on en ait un besoin. Alors ça peut être en anticipation. Tiens, je sais que ce métier-là est en tension, c'est peut-être le bon moment de le faire évoluer sur ce métier-là. Peut-être que c'est une compétence stratégique qu'on n'a pas encore et sur lequel il va pouvoir se positionner. Ça peut être aussi un projet prioritaire. Mais quoi qu'il en soit, ça doit répondre à un besoin de l'entreprise et pas uniquement à une volonté du collaborateur d'évoluer ou à une volonté du manager ou du dirigeant de conserver un talent pour les mauvaises raisons. Donc ça, ce sont les clés qui permettent d'identifier les bons potentiels. Maintenant, quand ? Attention, il faut que ce soit le bon moment. Faut pas se presser, faut prendre le temps. Je te l'ai dit tout à l'heure, une personne qui n'a plus de perspective ou qui va commencer à avoir un manque de perspective, il va se laisser en moyenne, selon les études, entre 12 et 18 mois. Donc quand on pense que la personne arrive en bout de course, en bout de chemin, on a encore un petit peu de temps pour la faire évoluer. Donc attention, il faut s'assurer que la performance du collaborateur est stabilisée et durable. C'est important. Là, on peut commencer à se dire, c'est peut-être le bon moment. Elle a fait le tour du sujet. Il faut aussi regarder si le collaborateur a commencé à déborder de son périmètre. On sent qu'il veut sortir de sa zone de confort, on sent qu'il veut aller autre part. C'est peut-être le bon moment de le faire bouger. Ça peut être aussi des signes d'usure, des signes de désengagement. Ce collaborateur a là, encore une fois, peut-être besoin de voir d'autres choses. Attention, il faut les voir assez rapidement, ces signaux-là, ils sont assez importants. Ça peut être aussi, et ça c'est une opportunité, de faire bouger un collaborateur quand il y a une zone de transformation dans l'entreprise. Parce qu'on a un projet de grande envergure, parce qu'on fait un pivot, parce que le contexte dans lequel on vit est fait de plein de changements, c'est peut-être le moment de transformer l'entreprise et donc de bouger les personnes sur certains postes. Et enfin, ça peut être aussi le bon moment, si on trouve un match, c'est-à-dire une évidence entre un besoin de l'entreprise et une envie d'un collaborateur. Peut-être que le mariage peut se faire. Ça, généralement, c'est le plus simple à identifier. Donc voilà comment les identifier, ces potentiels, et puis quand leur proposer éventuellement de réfléchir à une évolution en interne. Merci pour cette réponse hyper complète. Tu parlais de la difficulté d'identifier ces critères et je rebondis sur ça parce qu'il y a une des grandes difficultés pour les RH et les managers, c'est justement de prendre la bonne décision en mobilité interne. Alors comment s'assurer qu'on fait monter les bonnes personnes ? Alors il y a beaucoup d'approches différentes. Moi j'en ai relevé 2. La première serait de réaliser de bons entretiens annuels. Et pas que. Le management ne s'arrête pas à une rencontre une fois par an, mais en tout cas, cet entretien annuel permet de parler du projet professionnel, permet d'identifier les leviers réels de motivation du collaborateur à un instant T, permet aussi de sortir un petit peu du cadre du quotidien.
Donc ces éléments-là, cet événement-là est ultra important dans la vie du manager et dans la vie du collaborateur. Alors on intervient aujourd'hui pour former les entreprises à ces entretiens annuels et on se rend compte que dans la grande majorité des cas, les managers ne comprennent pas forcément le sens de cet entretien. Et s'ils en comprennent le sens, ils n'ont pas forcément toutes les clés pour pouvoir faire passer un bon entretien annuel. Donc ce sont des entretiens qui soit sont bâclés, soit voire sont même pas faits, ou qui sont faits mais pas forcément de la meilleure des manières. Et donc nécessairement, on n'identifie pas forcément les bonnes personnes au bon moment pour réaliser de la bonne mobilité en interne. Donc ma première recommandation, c'est de surtout pas minimiser l'importance des entretiens annuels entre le manager et les collaborateurs. Et si il y a un manque de compétences là-dessus, bien évidemment, c'est de se faire accompagner. Je répète, c'est pas le seul élément. La relation entre un manager et un collaborateur doit se faire quotidiennement, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un élément, je pense, fondateur dans la vie d'un collaborateur au sein d'une entreprise. Alors maintenant qu'on a évalué le fait qu'en effet, un collaborateur a des envies différentes, est motivé pour bouger. Mais est-ce que réellement c'est la bonne personne ? Alors je t'ai donné quelques critères pour identifier. Attention, on a beau avoir tous les indicateurs au vert, est-ce qu'il sera réellement en capacité de prendre le job ? C'est pas évident, hein. C'est de l'humain et tant qu'on l'a pas réalisé, on n'a jamais de certitude. Moi, ce que je recommande, c'est comme un recrutement en externe. C'est de réaliser un process complet d'évaluation ou d'assessment, peu importe le nom. Un assessment ou une évaluation, c'est quoi ? C'est tout simplement faire passer le collaborateur dans un parcours qui permettra de nous conforter dans la possibilité, l'envie et la capacité à le projeter sur un nouveau job. Alors ça peut être de l'individuel, si on a un poste pour une personne, auquel cas on fait une évaluation ou un assessment individuel, mais ça peut être aussi du collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ou plusieurs jobs pour plusieurs personnes, et on va devoir faire un choix. Donc l'idée c'est, on peut le faire en interne, si on en a les compétences et le temps, c'est pas toujours évident, ou on peut se faire accompagner d'un partenaire. Aujourd'hui on accompagne de nombreuses entreprises en individuel ou en collectif, à la fois parce qu'on a un regard plus neutre, et puis que ça permet à un moment donné de faire des choses que l'entreprise n'a pas forcément la capacité de. Qu'est-ce que je recommande lorsqu'on met en place ce type d'évaluation d'assessment ? La première chose, c'est avec l'entreprise de réaliser un audit des compétences recherchées. C'est-à-dire identifier les compétences impératives à avoir ou à développer pour prendre ce nouveau job, cette nouvelle responsabilité. Et une fois qu'on a évalué les compétences recherchées, c'est surtout les définir et essayer d'y mettre des indicateurs, si possible, mesurables, quantifiables. Je te donne un exemple. On m'a déjà dit, moi je veux quelqu'un d'exigeant. Donc je veux que vous évaluez lors de ce processus d'évaluation son exigence. Mais qu'est-ce que l'exigence ? C'est très subjectif. C'est très relatif. Certains vont penser avoir un fort niveau d'exigence, et en réalité, par rapport à d'autres, pas tellement et inversement. Donc en effet, c'est excessivement subjectif. Donc il faut y mettre un indicateur et surtout une définition derrière. Une fois qu'on a identifié les compétences recherchées, c'est de construire sur mesure avec l'entreprise le parcours suivi par le ou les collaborateurs qui permettront d'identifier est-ce qu'ils sont prêts ou pas. Ça va être des rencontres, ça peut être à l'aide de tests sur la communication, des tests de personnalité, des tests liés au management. En tout cas, on peut s'aider de certains outils. Ça peut être aussi des mises en situation, des cas pratiques, des études de cas, etc., etc. Au niveau du format, là encore, ça peut être des rencontres seules avec la personne, ça peut être des journées complètes avec plusieurs personnes, avec un peu de collectif, un peu d'individuel, voir un petit peu comment ils se comportent les uns avec les autres. Mais en tout cas, c'est de pouvoir les mettre en situation, de pouvoir les tester sur leur potentiel job et responsabilité de demain, et de voir comment ils réagissent. Le but de ces évaluations ou de ces assessments ne sont pas uniquement de dire il est bon, il n'est pas bon, il doit ou ne doit pas évoluer. Mais c'est aussi de définir avec l'entreprise et avec les collaborateurs, ou le collaborateur sélectionné, quel est le parcours d'accompagnement. Même si la personne est mûre et prête en a l'envie, il y a toujours besoin d'un accompagnement. Là encore, ça peut être un accompagnement interne, management, etc., mais ça peut être externe. On peut imaginer des coachings, des formations, du parrainage, etc., etc. Donc le rôle de ces assessments et le but de ces assessments, c'est à la fois d'évaluer pour être sûr de ne pas se tromper, même si
Ça reste de l'humain, donc on n'a jamais une certitude. Mais surtout, de mettre en place le parcours, je dirais, d'intégration, même si la personne est déjà dans l'entreprise, qui lui permet de réaliser son job de demain dans les meilleures conditions. Merci pour ta réponse et merci pour ces leviers qui permettent d'identifier mais aussi d'évaluer les collaborateurs et surtout de ne pas oublier l'onboarding, même si la personne est déjà dans votre entreprise. C'est quelque chose d'important, je trouve. Au-delà de l'identification des talents, est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager afin de mettre en place et structurer une politique de mobilité interne ? Depuis le départ, tu parles en effet de stratégie de mobilité interne. Donc il faut le gérer comme un projet stratégique. Donc moi, ma recommandation, c'est d'en faire un projet. Et dans la gestion de projet, on retrouve quoi ? De l'anticipation, de la planification. On n'est pas seul aussi dans un projet, donc il y a de la délégation. Donc c'est de réellement le gérer comme un projet interne à l'entreprise. Qui sont les bonnes personnes pour m'accompagner par rapport à ça ? Comment je vais faire pour évaluer, pour mesurer ? Comment j'anticipe les différents aléas ? C'est vraiment ma recommandation. C'est souvent un vœu. Je pense que les entreprises sont lucides aujourd'hui sur la nécessité de mettre ça en place. La mise en pratique, la réalisation est plus complexe. Donc ma recommandation, c'est vraiment de se dire, les entreprises savent gérer des projets, faites-en tout simplement un projet. Mais ce qui veut dire qu'il faut y passer du temps, c'est un investissement, et donc avec tous les critères qu'il y a autour. Merci pour ta réponse. J'aimerais conclure ce podcast avec une dernière question. Si tu devais donner un conseil essentiel à un DRH ou un dirigeant qui nous écoute et qui souhaite faire de la mobilité interne un véritable levier stratégique, que serait-il ? Je pense que c'est de ne pas rester seul sur le sujet. On l'a évoqué précédemment, le manager peut être un frein, ou la culture managériale peut être un frein, la culture du changement peut être un frein. Je pense que ce n'est pas la responsabilité d'un dirigeant ou d'un DRH. Alors, il peut l'impulser, certes, mais c'est la responsabilité de l'intégralité de l'entreprise. Donc, ne restez pas seul avec cette problématique. Entourez-vous des bonnes personnes. Prenez le temps de mettre en place les choses. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pas évident. C'est pas automatique. Donc, voilà, n'ayez pas peur, ne soyez pas frustrés s'il y a des réussites et des échecs, malheureusement, ce sont les règles du jeu. Mais quoi qu'il en soit, persévérez, prenez le temps d'eux, faites-vous accompagner si besoin. Merci Simon pour ces éclairages et ces conseils précieux. Pour les DRH, managers et dirigeants qui nous écoutent et qui souhaitent structurer leur politique de mobilité interne ou qui s'interrogent sur l'assessment comme levier d'aide à la décision, Simon et toute l'équipe RH Performance sont à votre disposition pour vous accompagner et pour en discuter. Je vous propose de retrouver tous nos podcasts sur notre site internet rhperformance.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt. Merci.